Imaginons la scène suivante. C'est le matin. Le jour se lève à peine. L'air est encore un peu frais. Le moment où on n'est pas encore tout à fait réveillé, en général. Voilà, exactement. L'esprit est encore un peu embué. On sort de chez soi. Et on croise un voisin sur le trottoir d'en face. Et là, le drame se noue. C'est ça. Ce voisin passe tout droit, le regard fixe. Pas un mot, pas même un petit mouvement de tête pour dire bonjour. Rien du tout. Et immédiatement, à l'intérieur de nous, la machine s'emballe. Notre cerveau décide en une fraction de seconde que ce voisin nous en veut personnellement. Ah ben, on se met à chercher frénétiquement ce qu'on a bien pu faire de travers. C'est la panique. On se dit, est-ce que c'est la poubelle mal fermée de la veille? Ou alors le bruit de la télévision dimanche dernier? Alors que bon, si on prenait juste un peu de recul, on réaliserait que ce pauvre voisin était fort probablement juste mal réveillé lui aussi. Complètement concentré sur sa journée. Exactement. Et qui ne nous a absolument pas remarqué. Mais le mal est fait. Notre esprit a comblé le vide par un scénario totalement négatif. Et cette petite anecdote du quotidien, que ceux qui nous écoutent ont sûrement tous vécu sous une forme ou une autre, nous amène directement à la grande problématique de notre exploration d'aujourd'hui. Une problématique fascinante. Sommes-nous vraiment les êtres rationnels et objectifs que nous prétendons être? On aime tous s'en persuader, hein. Bah oui. Pourtant, l'ouvrage sur lequel nous nous penchons pour cette discussion met en lumière une statistique assez, je dirais, déconcertante. Oui, les fameuses décisions quotidiennes. Voilà. Notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. C'est énorme quand on y pense. Et sur ce total, tenez-vous bien, plus de 99% sont totalement inconscientes. Et c'est précisément là que notre plongée devient vraiment intéressante. Parce que l'enjeu de cette discussion, ce n'est pas de lister nos défauts ou de faire un énième cours magistral de psychologie cognitive. Non, pas du tout. L'auditoire qui suit ce genre de sujet connaît déjà certainement les bases. Exactement. L'objectif ici, à travers les pages de ce livre, c'est vraiment d'aller voir sous le capot, de comprendre cette mécanique évolutive. La neurologie derrière tout ça. C'est ça. Qu'est-ce qui pousse cette masse spongieuse entre nos deux oreilles à agir avec des automatismes aussi profondément ancrés? C'est une vraie visite dans les coulisses de l'esprit humain. Pensez pour tous ceux qui veulent déjouer ces fameux pièges cognitifs. Parce que, et c'est vraiment le point central de notre réflexion d'aujourd'hui, le cerveau ne nous trompe pas par malice. Il ne cherche pas à nous nuire. Absolument pas. Il le fait par souci d'efficacité, pour notre survie, et souvent en croyant très bien faire. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec ce qui constitue finalement notre première ligne de défense. Et probablement notre plus grande vulnérabilité. Notre ego. L'ouvrage consacre une partie vraiment captivante à la façon dont notre esprit tord la réalité pour nous protéger. Les fameux biais égocentriques. Voilà. On ne va pas refaire l'explication complète de l'effet Barnum ou de l'effet projecteur. La plupart des gens connaissent cette fameuse expérience du gorille invisible sur le terrain de basket. Ou la façon dont on croit dur comme fer qu'un horoscope générique nous est personnellement adressé. C'est ça. Ce qui m'interpelle davantage ici, dans cette exploration, c'est le pourquoi. Pourquoi sommes-nous à ce point persuadés que tout le monde nous observe en permanence? Pour juger une tache sur notre chemise ou analyser notre démarche dans la rue. Exactement. Pourquoi cette obsession? C'est une question fondamentale. Si l'on dépasse la simple observation amusante de l'effet projecteur, on touche à l'histoire même de notre espèce. On remonte loin. Très loin. Les psychologues évolutionnistes nous expliquent que notre cerveau moderne abrite en fait toujours un logiciel de chasseur-cueilleur. À un vieux système d'exploitation. Voilà. À l'époque où nous vivions en petites tribus dans la savane, l'exclusion du groupe, ça signifiait littéralement la mort. On ne pouvait pas survivre seul. Impossible. Ne pas être apprécié, ne pas être centre de l'attention du clan de manière positive, c'était perdre l'accès à la nourriture et à la protection. Donc le regard des autres était une question de vie ou de mort. Exactement. Donc, notre cerveau a développé une hypersensibilité au regard de l'autre. Il est programmé pour surestimer l'attention qu'on nous porte afin de nous forcer à soigner notre image sociale. Donc en fait, cette illusion d'être toujours sous les projecteurs, c'est une sorte de système d'alarme sociale surdimensionné? C'est le mot. Et cela s'accompagne d'une autre nécessité biologique dont parle beaucoup l'auteur, la préservation de l'estime de soi. Notre bouclier mental. C'est exactement l'idée. Ces biais égocentriques ont une fonction vitale. Si nous avions une vision parfaitement objective, froide et mathématique de nos propres capacités, Et de nos échecs? oui, et de notre insignifiance totale à l'échelle de l'univers, la charge mentale serait écrasante. On ne sortirait plus du lit. On aurait énormément de mal à trouver la motivation de se lever le matin.
Donc cette petite dose d'illusion de supériorité, ce besoin viscéral de croire qu'on conduit mieux que la moyenne, Ou qu'on est un peu plus perspicace que son voisin. voilà, c'est un amortisseur psychologique indispensable. Le cerveau nous ment, certes, mais il fabrique ce mensonge comme un mécanisme de survie pour nous maintenir en mouvement. C'est quand même assez troublant de se dire que notre santé mentale repose en grande partie sur une légère déconnexion de la réalité. C'est le paradoxe de notre condition. Mais là où la mécanique se grippe sérieusement, c'est quand on passe de la perception de soi à la perception des autres. Le jugement social. Oui, avec ce concept très connu de l'erreur d'attribution fondamentale. L'exemple classique du livre est parfait pour ça. Celui de la voiture. Oui, une voiture passe dans une flaque d'eau et nous éclabousse de la tête aux pieds. On pense instantanément « quel chauffard égoïste, quel idiot ». On attaque l'essence même de la personne, son caractère. Exactement. Mais si la situation est inversée, si c'est nous qui sommes au volant et qui éclaboussons à piétons, L'histoire change du tout au tout. totalement. On se dit qu'on devait éviter ce cycliste, que la route était étroite, qu'on n'avait pas le choix. On justifie notre action par le contexte. Par les circonstances extérieures. Pourquoi sommes-nous incapables d'accorder ce même bénéfice du contexte aux autres? La réponse réside dans le coût métabolique de l'empathie et de l'analyse. Le coût métabolique, l'énergie que ça demande. C'est ça. Comprendre les circonstances complexes de la vie d'un inconnu, ça demande beaucoup d'énergie cognitive. C'est épuisant pour le cerveau. Il doit calculer trop de variables. Exactement. Il est beaucoup plus rapide et surtout plus économe en énergie de coller une étiquette figée sur quelqu'un. Dire qu'il est méchant ou qu'il est stupide. Plutôt que de se dire qu'il a peut-être passé une mauvaise nuit ou qu'il a une urgence médicale. Voilà. Modéliser mentalement toutes les variables environnementales qui ont pu influencer son comportement, ça prend trop de temps. C'est un raccourci cognitif redoutable. Mais qui a des conséquences sociales désastreuses. Parce qu'il anesthésie complètement notre empathie automatique. Et ça nous amène directement à une autre idée explorée dans l'ouvrage, qui est sans doute l'une des plus pernicieuses à l'échelle de notre société. L'hypothèse du monde juste. Exactement. L'hypothèse du monde juste. L'idée selon laquelle les gens méritent ce qui leur arrive. Les bonnes actions sont récompensées, les mauvaises sont punies. C'est ça. C'est ce qui pousse certaines personnes à scruter le comportement des victimes lors d'un accident ou d'une précarité soudaine pour chercher la petite erreur qu'elles auraient commise. Pour se rassurer. Mais permettez-moi de faire l'avocat du diable une seconde. Est-ce que cette idée du monde juste n'est pas simplement un produit de notre culture? C'est-à-dire, Je pense notamment à certaines philosophies méritocratiques très ancrées dans notre société moderne. Est-ce que ce n'est pas plutôt culturel qu'un véritable biais neurologique universel? c'est une excellente remarque. La culture joue un rôle d'amplificateur, c'est indéniable. Les sociétés très imprégnées par l'idée de la réussite individuelle vont forcément exacerber ce trait. Ça semble logique. Cependant, la recherche présentée dans l'ouvrage démontre que la racine est bel et bien neurologique et universelle. L'esprit humain a une horreur absolue de l'incertitude et du chaos, Il lui faut du sens. toujours. Accepter que le monde est profondément injuste, qu'une maladie grave ou qu'un accident tragique peut frapper n'importe qui, n'importe quand, totalement au hasard. Et ça génère une anxiété existentielle insupportable. Exactement. Blâmer la victime, c'est une pirouette de l'esprit pour se rassurer. Une protection psychologique. Si on arrive à se convaincre que la victime a fait une erreur, qu'elle marchait au mauvais endroit, qu'elle a pris une mauvaise décision, alors il suffit de ne pas reproduire cette erreur pour être en sécurité. C'est très cruel comme mécanisme. C'est cruel, mais d'un point de vue purement mécanique, c'est une façon pour le cerveau de rétablir un faux sentiment de contrôle sur un environnement imprévisible. Je vois, c'est une tentative désespérée de mettre de l'ordre dans le chaos. Et si on tire ce fil du manque de recul sur notre environnement, on est obligé d'aborder la question de nos propres compétences. Le fameux effet Dunning-Kruger. Oui, l'incapacité de certains à évaluer leurs propres limites. L'auditoire en a sûrement entendu parler. Les personnes les moins compétentes dans un domaine sont souvent celles qui affichent la plus grande confiance en elles. Alors que les experts doutent d'eux-mêmes en permanence. Mais au-delà de la définition de base, ce qui est vraiment bien exploré dans ce livre, c'est la mécanique interne de ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau pour qu'il soit aussi aveugle à sa propre ignorance? C'est ce que les chercheurs appellent la double peine de l'ignorance. Pour comprendre cela, il faut s'intéresser à la métacognition. La métacognition. Pour le dire simplement, c'est la capacité du cerveau à s'observer lui-même en train de penser. C'est notre juge intérieur qui évalue nos propres performances. D'accord. Or, l'ouvrage explique de façon très claire que les compétences requises pour être bon dans un domaine sont exactement les mêmes que celles requises pour évaluer à quel point on est bon dans ce domaine. Donc, si je ne connais rien à la grammaire, par exemple,
Je n'ai littéralement pas les outils intellectuels pour réaliser que ma phrase est pleine de fautes. C'est tout à fait ça. C'est comme essayer de mesurer la température exacte d'une pièce avec un thermomètre cassé. L'outil de mesure est défaillant par nature. Le cerveau ne possède pas les données pour s'auto-corriger. À l'inverse, l'expert, lui, possède une telle maîtrise de la métacognition qu'il voit toutes les nuances. Toutes les exceptions, toutes les zones d'ombre du sujet. Il réalise l'immensité de ce qui lui reste à apprendre, ce qui engendre ce doute perpétuel et ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Et si on connecte cette incapacité à s'évaluer à notre rapport au temps et au futur, on obtient un cocktail assez explosif. L'erreur de planification. Exactement. L'ouvrage fait très bien le pont entre ces illusions de compétences et notre planification quotidienne. Pourquoi sommes-nous toujours en retard, quelle que soit la tâche? Une grande question. Que ce soit pour rendre un rapport au travail, finir des travaux dans une maison ou réviser un examen, on sous-estime systématiquement le temps nécessaire. Toujours. Et le plus fascinant, c'est que même si on s'est trompé sur nos 10 derniers projets, notre cerveau continue d'affirmer avec une conviction absolue que cette fois-ci, ce sera différent et qu'on finira dans les temps. Cette faille vient précisément du fait que nos modèles prédictifs s'appuient sur des données corrompues par notre propre ego. Encore lui, Eh oui! Quand nous planifions l'avenir, notre esprit construit un scénario idéal. Il omet volontairement d'intégrer les imprévus. les embouteillages, la fatigue, les pannes informatiques. Parce que projeter ces frictions demande de l'effort cognitif et génère du stress. Le cerveau préfère la ligne droite. Et ce besoin de tracer des lignes droites, on le retrouve aussi dans notre façon de lire les événements. Le cerveau est une machine à créer du sens, même là où il n'y en a pas. Les corrélations illusoires. Le livre consacre des passages édifiants à ça. L'exemple le plus tenace et qui fait toujours sourire, c'est l'influence de la pleine lune. Un classique indémodable. On a tous entendu des professionnels, que ce soit dans les hôpitaux ou dans la police, jurer qu'il y a plus d'accouchements ou d'arrestations les nuits de pleine lune. C'est très ancré comme croyance. Sauf que les statistiques, menées sur des millions de cas, prouvent que c'est mathématiquement faux. Il n'y a aucune différence. Pourquoi des esprits rationnels s'accrochent-ils à ce mythe ? Parce que notre mémoire est asymétrique. C'est là que le biais de confirmation s'entremêle avec la corrélation illusoire. Comment ça se traduit en pratique ? Imaginez une infirmière de garde lors d'une nuit particulièrement chaotique. Elle va regarder par la fenêtre, voir la pleine lune, et son cerveau va enregistrer cette association très fortement. L'événement marquant plus la lune visible ? Voilà. En revanche, lors d'une nuit tout aussi chaotique où la Lune est cachée ou absente, elle ne fera aucune association cosmique. Et lors d'une nuit calme, de pleine Lune, l'événement est trop banal pour être mémorisé. Le cerveau filtre ce qui ne range pas. Le cerveau ne retient que les coïncidences qui confirment son hypothèse préétablie, car le hasard et l'absence de lien logique sont des concepts très difficiles à gérer pour notre système nerveux. C'est d'ailleurs ce même système nerveux qui nous joue un tour pendable avec nos émotions au quotidien. Avec le fameux biais de négativité. Oui, il y a un paradoxe que l'auteur dissèque de manière brillante. D'un côté, on a ce biais d'optimisme dont on vient de parler pour nos projets, on pense qu'on aura toujours le temps, Qu'on échappera aux maladies. mais de l'autre, au jour le jour, notre esprit est un véritable aimant à problème. C'est là que l'ouvrage nous invite à nous pencher sur un mécanisme très précis de notre neurobiologie. Le système d'activation réticulaire. Ça sonne complexe, ça fonctionne comment ? Pour faire simple, c'est un réseau de neurones situé à la base du cerveau qui agit comme un filtre. À chaque seconde, nos sens reçoivent des millions d'informations. Le contact des vêtements sur la peau ? Le bourdonnement du réfrigérateur, la lumière dehors. Si notre esprit conscient devait traiter tout ça en temps réel, il grillerait instantanément. Surcharge du système. Exactement. Le système d'activation réticulaire est donc un peu le videur à l'entrée de la boîte de nuit. Il ne laisse passer que ce qui est jugé crucial. Et j'imagine que ce qui est jugé crucial pour lui, ce n'est pas le beau ciel bleu, mais le danger potentiel. Tout à fait. Du point de vue de l'évolution, rater une opportunité de cueillir un fruit délicieux est dommage, mais rater la présence d'un prédateur dans les buissons est fatal. La priorité, c'est de rester en vie. Notre filtre est donc biologiquement calibré pour donner la priorité absolue aux menaces, aux mauvaises nouvelles et aux critiques. C'est pour cela qu'une seule remarque désagréable de votre patron peut ruiner une journée entière. Même si on a reçu 10 compliments merveilleux le même matin. Le compliment est agréable, certes, mais la critique est perçue par ce système profond comme une menace sociale potentiellement dangereuse pour notre survie au sein du groupe. D'où cette fameuse règle, souvent citée par les psychologues du comportement, et reprise dans le livre qui estime le ratio de compensation. La règle des 3 pour 1. C'est ça. Il faut en général 3 interactions positives pour effacer le poids émotionnel et physiologique d'une seule interaction négative. Ce n'est pas juste de la sensibilité. C'est littéralement la manière dont nos neurones s'allument. C'est une réalité biologique incontournable.
Le poids du négatif est toujours plus lourd à porter. Et c'est là que l'analyse prend tout son sens. Si on superpose tous ces éléments, un ego qui modifie la réalité, une empathie qui s'évapore face aux inconnus, Une incapacité à évaluer notre propre ignorance? et ce radar interne obsédé par le négatif, on pourrait légitimement se sentir accablé. On a l'impression d'être piloté à notre insu par un système archaïque. C'est un risque, oui, de tomber dans le fatalisme. C'est exactement la réflexion que je me faisais. Comment ne pas sombrer dans une sorte de fatalisme intellectuel face à ce constat? Heureusement, la dernière partie de l'ouvrage s'attache à extraire la valeur pratique de toutes ces découvertes. L'idée n'est absolument pas de dire que nous sommes des marionnettes impuissantes. La connaissance de ces rouages nous permet de reprendre les commandes. Au moins en partie, oui. Et là, on aborde la notion d'hygiène mentale. Par exemple, comment contrer nos certitudes dans un monde saturé par les algorithmes. Surtout que les réseaux sociaux sont construits sur le biais de confirmation. Ils ne nous servent que ce qu'on aime déjà, ce qui renforce nos fameuses bulles informationnelles. Alors comment on en sort? Sortir de ces bulles est sans doute le défi cognitif le plus exigeant de notre époque. L'ouvrage propose des stratégies concrètes qui demandent un véritable effort, car elles vont à l'encontre de notre nature paresseuse. Comme quoi, par exemple? L'une des méthodes les plus efficaces est l'exercice délibéré de l'avocat du diable intime. L'avocat du diable intime, c'est-à-dire s'opposer à soi-même. C'est ça. Face à une conviction forte, que ce soit sur un sujet de société, un projet d'entreprise ou une décision financière, il s'agit de s'obliger à formuler mentalement ou par écrit les 3 meilleurs arguments de la partie adverse. Pas pour se convaincre soi-même d'avoir tort. Non, simplement pour forcer le cerveau à modéliser une autre réalité complexe, pour créer de la friction. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment applicable au quotidien? Je veux dire, dans le tumulte d'une journée de travail ou lors d'un repas de famille qui tourne au débat houleux, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir et de rédiger 3 arguments contradictoires. Vous touchez du doigt la limite de la théorie face à la pratique. En temps réel, sous le coup de l'émotion, c'est presque impossible. Alors, quelle est la solution de repli? L'auteur suggère plutôt de travailler sur des réflexes inhibiteurs. Plutôt que de chercher immédiatement le contre-argument complexe, la première étape est de s'entraîner à suspendre son jugement. Faire une pause avant de réagir. Introduire la nuance. Renoncer d'urgence à la logique binaire du tout blanc ou tout noir. Accepter que 2 choses apparemment contradictoires puissent être vraies simultanément. Accepter les zones grises. C'est le pouvoir des zones grises. Et ça peut se structurer. En réunion de travail, par exemple, cela peut passer par des méthodes collaboratives simples, comme distribuer des rôles différents aux participants. Comme un jeu de rôle. Exactement. Quelqu'un est officiellement désigné pour être le pessimiste de service. Un autre doit uniquement s'en tenir aux faits bruts. Ça dépersonnalise le débat. Cela institutionnalise la nuance et soulage l'individu de la pression sociale liée à la contradiction. On ne critique pas le projet de son collègue par méchanceté, on joue son rôle. C'est une approche fascinante pour déjouer la pensée de groupe. Et si l'on résume un peu l'esprit de notre exploration d'aujourd'hui, on comprend que ce type de lecture est un véritable manuel d'autodéfense intellectuelle. Un manuel très bienveillant. C'est ce qui rend ce livre si particulier, et ce qui nous a poussé à en décortiquer les idées aujourd'hui. C'est l'absence totale de culpabilisation. C'est rassurant. Il nous montre que faire des erreurs de jugement, juger hâtivement ou se tromper sur nos propres capacités, ce n'est pas un échec moral. C'est juste notre biologie de primate qui s'exprime dans un monde moderne beaucoup trop complexe pour elle. Avoir cette grille de lecture est extraordinairement libérateur. Cela permet d'observer nos propres réactions avec un peu plus de recul, de bienveillance et surtout avec beaucoup d'humour. C'est tout à fait ça. Comprendre la machinerie permet de ne plus la subir aveuglément. Pour tous ceux qui ont apprécié décrypter ces concepts avec nous aujourd'hui et qui veulent aller plus loin, plonger dans l'intégralité de cet ouvrage est une expérience extrêmement enrichissante. Il y a tellement à découvrir. Il y a encore des dizaines d'autres mécanismes que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, d'autres pièges fascinants que notre esprit nous tend au quotidien, et de nombreuses clés pour affûter notre jugement. C'est vraiment une lecture qui change durablement la façon dont on perçoit les informations, les autres et soi-même. Absolument. Et pour prolonger la résonance de notre échange, j'aimerais conclure sur une réflexion ouverte, un peu provocatrice, qui prolonge le propos de l'auteur. Je vous écoute. Si l'on admet aujourd'hui, preuve neurologique à l'appui, que notre cerveau est biologiquement programmé pour nous mentir en permanence, afin de préserver notre ego et de nous rassurer, Ce qui semble être le cas. alors la plus haute forme d'intelligence et peut-être la seule véritable liberté humaine ne résiderait-elle pas finalement dans notre capacité à douter joyeusement et perpétuellement de nos propres certitudes ? C'est une excellente question pour clore cette discussion. Merci pour ce partage.